Et si on fait le lien avec potentiellement d'autres héros tragiques, mais pas forcément dans l'époque antique où il faut aller chercher dans les Oedipe ou je ne sais quel héros qui a baisé sa maman et tué son père. Plus récent, dans la science-fiction, et notamment dans le grand récit de la science-fiction américaine, Dune, avec un parallèle évident. On vous laissera en description la vidéo de l'antre de la science-fiction qui s'est demandé si en fait Star Wars n'était pas en fait un gros plagiat de Dune. Ouais. Mais effectivement, on peut faire le lien avec Paul Atreides qui en fait a sensiblement un peu la même structure ou la même charpente narrative que Anakin en tant qu'élu de prophétie déjà, notamment tout ce que dit Obi-Wan, hein, tu es devenu tout ce que tu as juré de combattre. Mm. Donc, en gros, Paul Atreides se jure de venger encore, une quête vengeresse Ouais. encore hein, de venger ses parents des Harkonnen et finira par devenir un tyran colonial, génocidaire et dégueulasse. Voilà. Ouais. Ce qui est sensiblement aussi le cas de Vador. Oui, Quoi. tout à fait. Voilà, il y a quand même cette dimension-là, encore une fois, de l'histoire qui pèse sur les personnages et qui, au bout d'un moment, l'accepte en fait. Ce que j'aime bien aussi dans ces archétypes, c'est aussi à quel point ils nous font ressentir une libération en fait. Enfin céder en fait à ces pulsions et aussi à quelque chose que tu n'arrêtes pas de fuir en fait. Mhm. Et je trouve que c'est ultra intéressant dans ces mythes de provoquer une dimension galvanisante. Et ça, c'est ça que je le ressens bien dans Star Wars 3, peut-être un peu moins dans Dune, mais Oui, dans le sens où si on devait déjà trouver les différences, parce que là l'idée c'est vraiment juste de trouver les différences qu'autre chose, étant donné qu'il y a tellement de points communs entre Anakin et Paul Atreides. Dune a un traitement plus matérialiste, voire même plus fataliste des prophéties, Hmm. avec une anthropologie un petit peu plus pessimiste, on va dire. Là où George Lucas a une lecture un peu plus éclatée, un peu plus confuse de ce que c'est qu'une destinée, une prophétie, et Ouais, laisse, j'ai l'impression, un peu plus de liberté et un peu plus une sorte de d'autonomie. poésie et d'autonomie au héros, quoi. Ok, ok. Notamment quand on voit la fin, Retour du Jedi, je pense pas que la fin de Paul Atreides soit similaire, je Oui, pense. oui, 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 c'est vrai. Voilà. C'est des personnages en fait qui finalement se perdent eux-mêmes de vue en fait et de se rendre compte que le mythe se joue toujours à travers le personnage. Tout Mhm. se joue dans l'intériorité de la personne elle-même et aussi surtout du spectateur ou de la personne qui entend ce mythe. Nous, les spectateurs en fait. Mhm. Ça se joue en nous. Mhm. Mhm. On est tous Anakin Skywalker quand C'est on ça, regarde ouais. ce film en Bah, fait. dans le fait qu'on a l'impression en tant que spectateur d'être davantage au courant que le personnage en tant que tel, c'est faux. Hmm. C'est certes le cas pour Anakin, mais c'est peut-être encore plus marqué pour Paul Atreides, qui devient le Kwisatz quoi, l'être omniscient par excellence, quoi, en quelque sorte. Qui devient conscient de son passé, de son présent, de son avenir et de tout ce qu'il y a autour de lui. Ce qui est, quand on y regarde de plus près, absolument cauchemardesque. Et pourtant, ça ne nous empêche pas d'avoir de la pitié pour le personnage, quoi. Oui, Pour bien un sûr. héros tragique qui finira par, comme nous tous, nourrir les vers de terre, quoi. Oui, tout à fait. Voilà, donc là on a fait le tour un peu au niveau des références, c'était déjà pas mal. Alors évidemment, c'est pas exhaustif, hein, mais voilà. Mais après, s'il y a bien une petite dernière chose à dire, vraiment au niveau du film en tant que tel et de sa mise en scène, c'est que George Lucas est un metteur en scène. Il faut Mhm. le rappeler, et notamment avec ce plan. Je crois que c'est juste après que Obi-Wan parte sur Utapau, il me semble, hein, c'est ça Ouais. Euh, Où on voit en fait le croiseur Venator passer au-dessus de la caméra 2 jours, ce qui est en fait finalement un rappel du premier grand plan de la saga, où on voit le croiseur impérial poursuivre le Tantaf 4 au-dessus de Tatooine, qui cette fois va dans l'autre sens et de nuit. Alors c'est pas simplement fait de ah vu, t'as vu, c'est le scène inversé, Ouais. comme un simple écho à la Parce que tu con. savais que quoi. On explique le prémisse de ce qui va se passer dans la trilogie originale, quoi. La sorte de nécessité de la structure tragique de Star Wars, quoi. Hmm. Le vaisseau, là, il va chercher un vaisseau illégal d'un pirate consulaire qui cache quelque chose d'illégal aux yeux Ouais, ouais, du tout à pouvoir fait. central, Et quoi. sur finalement le même objet, tu changes le point de vue et au final, on se rend pas compte finalement qu'il s'agit là de la même chose, Et ou c'est ce qu'a d'opposer les deux, fait, et quoi. c'est ce qu'a fait la prélogie, et c'est en ça que la prélogie est un putain de chef-d'œuvre, quoi. Ouais, voilà. Soyons honnêtes, quoi. C'est l'idée. Et voilà, on ne peut que constater, ayant quand même les pieds dans la communauté Star Wars, que se dire que ce film il a eu un énorme impact dans la culture populaire et dans le regard qu'on a sur Star Wars, et que évidemment, cet héritage-là, il faut l'assumer, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et c'est pas simple. C'est c'est pas Et compliqué. évidemment, Disney ne se sont pas privés. Bah ouais, c'est ça, là, on est un peu plus là. Du coup, si on parle vraiment actuellement, là, on sort du film, à savoir quel est son impact concret. Rappelons en fait que, voilà, c'est un truc que j'ai dit précédemment, mais que moi, ce qui m'a étonné dans ce film, c'est que, à force de le triturer, je comprends à quel point George Lucas l'a écrit rapidement, en fait. C'est que les idées qu'il avait en germe là-dedans, en fait, toutes les scènes dans ce film, il en avait besoin, en fait. Mm. Il n'y a pas cet argument de il l'a écrit à l'avance, machin, il fallait. Enfin, non, là, en fait, il était tellement au courant de son histoire, de là où il allait,
que au niveau des thématiques, chaque scène est utile. Il s'est exprimé de façon extrêmement beaucoup plus dense, quoi. Alors après, c'est un reproche qu'on pourrait faire, c'est les gens trouvent que le film est trop dense, mais bon, je vois pas Ah, je vois pas l'enjeu, il y a peut-être d'autres gens aussi qui disent que c'est pas assez équilibré dans le sens où il aurait pu garder quelques idées pour l'attaque des clones, potentiellement, pour peut-être mieux les répartir oui, potentiellement. bon, ça c'est de la cuisine, on va C'est dire. c'est ça, voilà. La Revanche des Sith est un film qui a marqué tout le monde. Comment est-ce qu'actuellement il est traité par Lucasfilm Ou alors, actuellement, qu'est-ce quoi? qu'on nous demande d'en retenir, on va dire? La première tentative de Disney pour recapitaliser sur ce souvenir de la prélogie, c'était bah, la série Obi-Wan Kenobi. On renvoie évidemment à notre émission Oui, dédiée à Obi-Wan Kenobi, sinon on va vite commencer par s'énerver. oui, tout à fait, voilà. Mais Mais qu'au-delà de ça, c'est une série qui a été vendue en nous disant que c'était le rematch, quoi. C'était rematch of the century, quoi. On va refaire le duel de une Mustafar. sorte de vocabulaire de boxe, hein, il me semble, hein, vraiment de match de catch, quoi, vraiment. S'il faut préciser un truc avant de rentrer vraiment là-dedans, c'est que on peut faire un constat, hein. Il y a un fétichisme énorme autour de la revanche des Sith. Mm. Et un fétichisme qui, si je dois rappeler le truc, c'est voué à une chose, à des caractéristiques d'une chose, une valeur incommensurable, on pourrait dire, C'est ça, ou et autonome. exagérée. Oui, voilà. Ce qui fait que on ne voit plus la chose en tant que telle, on en isole des détails pour y vouer en effet une Pour admiration. essayer de lui faire donner, enfin c'est ça, hein, un fétiche, hein. Projeter un fétiche sur un objet, c'est lui accorder une telle valeur qu'on dit qu'il est presque vivant. Le film va s'animer par lui-même tellement qu'il est culte, quoi. Ouais, ouais. Tellement qu'on va en vue un culte. Bon. Ce qui est pas du tout notre prisme, on essaye, c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter, notamment on a été contre-éduqué par la postologie. Tout à fait, à rejeter en fait ce côté-là. Disney en fait, à travers cette série Obi-Wan Kenobi, mise du coup sur des fétiches finalement de la revanche des Sith, en nous promettant de rejouer ce film en fait, de rejouer des scènes cultes. Mm. C'est un truc que j'ai entendu aussi pour certains fans, c'est la prélogie elle est chiante, mais il y a ces 2-3 scènes cultes que tu peux remater sur YouTube. On sent que pour moi la série Obi-Wan Kenobi a été faite pour ça, pour faire écho à ces vidéos YouTube. Pour des gens en fait qui sont fans de la prélogie de façon on va dire plutôt relative, mais en fait ont un profond mépris pour toutes les richesses des films en fait. Tout à fait, et de qui en base. fait en isole une dimension encore une fois peut-être épique, c'est ce dont beaucoup de gens se souviennent, hein, c'est vraiment que le fait que le Star Wars 3 c'est épique quoi. Mais j'ai bel et bien vu des analyses de gens d'extrême droite concernant Star Wars 3, ils en retiennent quand même cette dimension épique. Que tu sois de droite, de gauche, quoi que ce soit, la vidéo YouTube du duel de Mustafar, tu la battras et tu passeras un bon moment. Par contre, si tu commences à la contextualiser dans un film qui est factuellement antifasciste, et bah t'es beaucoup moins à l'aise devant en fait. Ouais. Et c'est pour moi, voilà, le fétiche pour moi, il est aussi dépolitisant. Mais que justement, la série Obi-Wan Kenobi était là-dedans, hein. Je la résumerai en disant que Obi-Wan, pour moi, c'est une promesse vénale de réitération emphatique et caricaturale de l'épisode 3, en fait. On nous promet de revivre des petites scènes. En expurgeant le sens, quoi. Oui, ça, voilà, c'est ça, en fait, c'est de la confiserie, quoi. Aussi, rappelons, dans la série The Mandalorian, par exemple, il y a des scènes ubuesques, aussi dans The Book of Boba Fett, de nouveau, en fait, l'Ordre 66. Voici ce que l'on doit retenir de Star Wars 3, c'est avant tout l'Ordre 66. Donc, du coup, on est face à une série qui n'a rien à voir avec ce thème-là, qui n'a même pas de dimension historique qui justifierait ces scènes-là. Par contre, on les a devant nos yeux en tant que spectateurs, ce qui fait que on devrait s'en satisfaire. Je vois des montages YouTube qui synthétisent et qui compilent toutes les scènes de l'Ordre 66 que l'on voit dans ces séries live action et tout. Voilà, super, on a des scènes en plus, on sait pas quoi en Voilà, foutre, on a du mais bonus, voilà. mais que au-delà de ça, on oublie en fait que ces scènes-là en fait sont ancrées dans un contexte esthétique et tout, et qu'elles ont un sens avant tout quoi. Dans la série Ahsoka, ça t'aura pas échappé qu'on aura revu Anakin, mais t'as pas vu la série Ahsoka toi. Je m'en bats j'ai peur de m'en battre un peu les steaks. Et bah écoute, voilà. t'as bien raison. Mais voilà, dans la série Ahsoka, on revoit quand même Anakin avec un sabre laser rouge quoi. On nous reconvoque une esthétique qui est celle du what if en fait, à savoir, je pense qu'il y a aussi des gens voilà qui sont peinés face à la tournure tragique des événements dans la revanche des Sith, au point même de se demander et si Anakin avait survécu et tué Obi-Wan, comme si c'était souhaitable en fait. Ouais. Au point même justement qu'on reconvoque cette esthétique-là en nous disant voilà, voici Anakin qui garde son flow de Hayden Christensen sans avoir à subir cette punition divine qu'il a à la fin de l'épisode 3. Ouais, il y a cette dimension motif, effectivement dans la dimension pluridimensionnelle et paradimensionnelle du monde entre les mondes et toutes ces bêtises là. Mais s'il y a bien un truc à dire sur Ahsoka, et dans le rapport avec Ahsoka, et évidemment faire le crochet avec The Clone Wars aussi, on pourrait trouver plein de richesses de construction de personnages extrêmement rationnels et abstraits, qui ne sont pas forcément incarnés émotionnellement, je trouve, chez les spectateurs, hein, pour Ahsoka, qui est du coup l'apprenti d'Anakin. Quelle est l'une des bases dramatiques de la revanche des Sith?
c'est que Anakin n'a pas de responsabilité. Ouais, c'est On vrai. lui refuse d'être maître Jedi. Qu'est-ce que vous allez nous pondre une série où Anakin s'amuse avec son apprenti? Je suis désolé, il suffirait de s'arrêter à The Clone Wars pour dire que, de base, Filoni, Ah dès le ouais. début, il avait beau peut-être fétichiser, encore lui, encore de la Hmm. fétichisation, la revanche des Sith, il y a quand même des gros manquements, quoi. On aura beau avoir cet argument d'autorité en disant que George Lucas était quand même là durant la création de The Clone Wars et a même participé. Ça veut pas dire qu'il a raison non plus en fait. C'est une terrible erreur. Ah C'est ouais, ce ouais. personnage de Ahsoka. Ça endommage la dramaturgie de la revanche des Sith. Et ça, pour moi, c'est le regard que personne Si n'a. tant est qu'on puisse prendre au sérieux ces séries à la noix, mais Tout ça à c'est une fait. autre question. Et finissons sur peut-être la scène. La scène qui pour moi est le sujet de le plus d'incompréhension du film, c'est la scène de l'opéra notamment. Alors peut-être pas au niveau philosophique avec tout ce qu'on a dit entre Machiavel versus Platon. Moi c'est toujours des choses qui me plaisent énormément, c'est pour ça que c'est une des scènes qui est vraiment très marquante, c'est que les légendes dans la légende, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, quand par exemple Palpatine va te parler de Dark Plagueis, ou quand par exemple dans Harry Potter, la professeure McGonagall va parler de la légende de la Chambre des Secrets. Hmm. Ça fait peur. Oui, c'est tu vois. vrai. Quand je ne sais quel personnage dans Seigneur des Anneaux va te rappeler la guerre de l'anneau, Ouais. avec Isildur, etc. Tout à fait. Ou Game la of nation Thrones des hommes, aussi. Il y a etc. vraiment Game of Thrones avec l'ancien hiver, etc. Enfin, peu importe. Évidemment que c'est fort, mais par contre, faut le saisir. Et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont fait fausse route et qui, j'ai envie de dire, se sont fait avoir par Palpatine en un sens. Tout à fait. Notamment notre ami Abrams. Oui, mais ça, J.J. Abrams, du coup, qui a réalisé Star Wars 7 et 9, qui aura dit dans une sombre interview que sa scène favorite, malgré le fait qu'il déteste la prélogie, finalement, ce qui se voit dans Star Wars 7, sa scène favorite de Star Wars, c'est avant tout cette scène-là de l'opéra, quoi. Ce qui est très étonnant, en fait, c'est qu'il la qualifie comme étant le meilleur setup de l'histoire du cinéma, quoi. Pour lui, c'est un fusil de Chekhov, Plagueis. Et setup, voilà, c'est un truc de scénariste américain, mais à la noix, quoi. Entre un setup et un payoff, entre un élément qui est introduit et un moment, et l'élément qui paye, et qui avait une raison d'être, quoi. C'est le fusil de Chekhov, exactement. Selon cette vision-là, cette scène de Palpatine, en fait, finalement, est tellement intrigante, elle ne peut que mener à quelque chose de spectaculaire. Et c'est pour ça que je te rejoins là-dessus. Je suis très étonné sur la popularité aussi de cette scène, parce que cette scène-là n'est pas spectaculaire, en fait. Contrairement au duel de Mustafar, où t'as quand même des volcans à côté, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Et j'ai l'impression que selon J.J. Abrams, qui est avant tout une espèce de divertisseur à la noix, ce qu'il voit, c'est avant tout l'opportunité d'un spectacle, en fait. Ouais, ouais. Et si l'on voit cette scène-là, c'est pour nous teaser Thanos, quoi. Alors que nous, quand on grandit avec cette scène, on se dit ce qu'il y a derrière tout cet esbrouf, au prix qu'on trouve cette scène stylée aussi. C'est une belle scène, quoi. C'est une scène qui reste impressionnante malgré qu'elle soit pas spectaculaire au sens commun. De se dire que, en fait, ce qu'il y a derrière, il y a que du mensonge, il y a que de l'esbrouf. Ouais. Dark Plagueis, il a peut-être ressuscité une souris, mais c'était un clampin en fait. C'était, au sens moral, faut quand même le rappeler, c'est un putain de conte moral Star Wars. Ouais. Si on commence à avoir des sites qui ressuscitent tous les gens qui veulent, je suis désolé, mais on n'est plus dans Star Wars là. Mais c'est pour ça que même George Lucas l'a dit dans l'espèce de l'archive de la prélogie, oui, évidemment que c'est un mensonge en fait. Et il est même sain en tant que spectateur de remettre en question cette histoire de Dark Plagueis tant elle arrange Palpatine en fait, sur tous les aspects. Entre le fait de justement promettre l'immortalité et de répondre à toutes les angoisses d'Anakin, c'est trop beau pour être vrai en fait. C'est ça. Et quand on pose la question à ces fans-là qui espèrent revoir Plagueis faire ce que Palpatine annonce dans ce film, c'est de dire mais qu'est-ce que tu fantasmes? Tu fantasmes de voir un personnage surpuissant. Ouais, Ça c'est quoi? C'est un comportement de Sith. De Sith, ouais, tout à fait, ouais, bien sûr. J.J. Abrams, voilà, dans Star Wars 9, il aura beau répéter et de faire de la nostalgie de cette scène-là en faisant dire à Palpatine ces mêmes répliques que dans Star Wars 3, il n'en comprend pas le sens en fait. Et c'est ça pour moi l'enjeu du fétichisme. On a tous vu le même film, on a voué une admiration tellement excessive à certaines scènes en ignorant totalement leur raison d'être à ces scènes-là dans un premier temps, que l'on en nourrit finalement une excessive admiration pour l'apparat, pour la forme. Finalement là, ces mots-là dans la bouche de Palpatine, dans Star Wars 9, ce sont que des mots. Et effectivement, quand tu dis oui, c'est un fusil de Chekhov, ok, peut-être que ça peut être un bon setup, mais en attendant, je veux dire, dans une histoire, il y a certes un récit, mais il y a un discours aussi. Un récit, ça ne se suffit pas à lui-même. Il y a le récit, ce qui est dit dans l'histoire, et le discours, ce que veut dire l'histoire, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous dit. Tout à fait, en fait, une scène n'a pas que pour but, visiblement, d'être un produit qui annonce un nouveau produit, en fait. La scène peut aussi se suffire à elle-même, provoquer ce trouble dans le spectateur, en fait. Et ça, quand on est encouragé à consommer, et voilà, c'est très frustrant, en fait, quand on est habitué à être des addicts, finalement, des caméos et des révélations. Justement, voilà, dans The Acolyte, on a eu cette vision de Plagueis
qui est très cool, encore une fois, visuellement, mais on passe tout à fait à côté, en fait, de toute cette scène-là. À l'époque, on disait même, ouais, Yoda, il va affronter Plagueis et tout, quoi. Ouais, c'est juste Au une folie. mépris de Yoda, au mépris du contexte, au mépris de Plagueis, quoi, genre. Voilà où on en est, en fait, dans le divertissement, voici ce qu'on est amené à attendre, C'est-à-dire que quoi. si vous êtes prêt à vous dire que ce qui est dommage dans la Revanche des Sith, c'est qu'on n'ait pas eu une scène post-générique avec ce plan-là de Plagueis qui sort d'une grotte, c'est qu'en fait, désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas compris le film et Ouais. c'est dommage, Ouais. parce que ça encourage effectivement une exploitation de Star Wars qui devient complètement expurgée de son sens, en fait. Hmm. Peu importe qu'on soit d'accord avec. Il y a des gens qui pourraient être d'accord à dire que bon, l'histoire ne leur plaît pas dans le sens où c'est le discours qui ne leur plaît pas. Ça, d'accord, mais en faire strictement une expérience abstraite, il faut l'assumer, quoi. Sauf Ouais. que Star Wars, c'est pas le cas. C'est une histoire qui a un discours. Mais bon, l'héritage autour de Disney, c'était à prévoir, est complètement foireux. Parce Lol. qu'ils avaient commencé par une espèce de fanatisme de la trilogie originale. Ils se sont pas non plus dispensés pour la prélogie. Mais s'il y a bien un héritage qui pourrait un peu plus nous toucher, nous, et qui est pour moi lourd de sens, ce serait peut-être les mêmes sur Internet. Je sais pas, en fait, faire une espèce de sociologie à deux balles sur l'évolution de la culture populaire sur Internet et tout ça, mais de se dire que généralement les films qui sont les plus parodiés ou qui ont le plus de mèmes sur Internet sont généralement ceux qui ont le plus marqué la culture populaire et qui ont été aussi le plus pris au sérieux dans leur discours, dans leur récit aussi, je trouve. Oui, tout à fait. Tu vois, nous, on aime bien les WTP, par exemple. Mhm. Je vois les WTP qui me font le plus rire, c'est ceux sur les films que j'adore, en fait. Mhm. Et que c'est très Que compliqué. tu peut-être vénères en un sens aussi. Certainement. Il y a très peu de YTP, par exemple, sur les films Marvel qui sont drôles, en fait. Parce que le film lui-même essaie d'être sa propre parodie, en Une fait. auto-parodie, ouais. Ce qui fait que t'as même plus de place en tant que spectateur malin pour essayer d'en faire une blague, en fait. C'est que la blague est déjà dans le film, du coup, comment tu fais pour en rire, en fait. Oui, Donc, voilà. Comment est-ce que tu peux prendre au sérieux le récit Hmm. si tant est que le récit prétende à une certaine sincérité? Là, ce qui crée le décalage, c'est que quand on voit Palpatine avec des lunettes, il y a un décalage parce qu'effectivement, c'est décalé avec le récit. c'est pas quelque chose qu'il pourrait faire dans le film. Voilà, c'est ça. C'est- Alors que on y serait peut-être un petit peu plus ouvert aujourd'hui, tu vois. Tout C'est à un fait. peu- Et justement, j'avais vu, c'était à la période, du coup, je me rappelle, du coup, élection législative récente, là, avec Macron qui a dissous l'Assemblée. Et il y avait eu des mèmes, je me rappelle, des gens qui convoquaient ces mèmes-là, convoquant voilà, le fait que tu avais l'extrême droite qui avait gagné le premier tour, et des mèmes de Palpatine qui disaient I love démocratie. C'est des gens qui ont pris la scène et qui ont essayé de la porter à un autre contexte, en nous disant oh, c'est trop marrant, Palpatine dit ça alors que ça colle parfaitement à ma situation. Oui, Donc sauf il y a que un nous, côté. ce qu'on va leur rappeler, c'est attendez, fait- Palpatine, c'est le méchant de l'histoire. Non, Et à la non. fin, il meurt comment? Tu vois, c'est. Non, mais pour moi, ils misent sur une incongruité en disant oui. oh, cette phrase-là, elle fonctionne aussi dans notre contexte. Or, cette phrase-là, le I love démocratie, c'est ce moment-là où Palpatine accepte les pouvoirs en fait et utilise justement comme Hitler en fait utilise les moyens démocratiques en fait pour accéder au pouvoir en fait. C'est littéralement ce qu'on dit de l'extrême droite actuellement en fait. Et l'incongruité n'est même pas soulevée parce que pour moi Star Wars du coup vu par cette dimension fétichiste encore une fois est dépolitisé et donc du coup convoquer ces images là finalement pour certaines personnes finalement c'est d'une gratuité totale. Or bah non en fait si tu regardes le film en tant que tel ça devrait te mettre mal à l'aise de mettre I love démocratie. Oui, voilà. Surtout si tu essaies de défendre Jordan Bardella en fait. Oui, oui, c'est oui, ça enfin, qui est oui. très ironique finalement. Alors évidemment, sur toutes les références historiques, mythologiques, machin, évidemment, ça n'a rien d'exhaustif, hein, c'est juste notre petit boulot. Ouais. Il y a encore plein de choses à voir, notamment culture antique, j'en sais rien, l'Iliade et l'Odyssée, moi je suis encore un peu largué sur ces trucs. Au niveau historique, je suis sûr qu'on a raté plein de machins, mais voilà, ça nous semblait quand même assez central, l'aspect contemporain du film avec les guerres d'Afghanistan, la chute des républiques, notamment la République de Weimar et les années 30 en Allemagne. Au niveau philosophique, ce sera plus Machiavel, Nietzsche et le stoïcisme pour les Jedi. Et évidemment, le cœur du film, c'est vraiment la dimension tragédique du héros déchu. Mais après, s'il y a bien une dernière chose à dire, c'est de se dire que expliquer là toutes ces références, ça fait pas de nous des fans avec une valeur ajoutée en fait. Ça fait juste de nous des fans qui ont envie d'analyser plus le film. Mais personne n'a besoin de cette vidéo-là. C'est juste un truc pour s'aérer l'esprit et pour essayer de mieux comprendre ce qui nous accompagne beaucoup en tant que fans. Ouais. Mais ça n'a rien d'un tutoriel. On n'a pas besoin de cette vidéo-là. Dans le sens où ce qui est fou avec Star Wars, c'est que t'as pas besoin d'avoir un manuel de références de culture classique et d'histoire pour ensuite jouir du film. Oui, tout à fait, bien sûr. Parce que justement, le film, il fait le boulot. Et c'est en ça que le film est génial, en fait. Et c'est pour ça qu'on va derrière chercher les références. C'est pas parce que le film est référencé qu'il est génial. C'est parce qu'il est génial qu'on va y trouver des références.
C'est Mmh. plutôt comme Oui, ça qu'il oui, faut tout voir à fait, exactement. le truc, quoi. Et c'est pour ça que même notre regard, moi je sais que moi récemment, le dernier visionnage de Star Wars 3, je l'ai fait avec toi, du coup, Mhm. c'était peut-être le meilleur de ma vie. Alors qu'on pourrait dire plutôt l'inverse, que c'est quand t'es enfant finalement, que c'est là où tu te prends la claque. Ouais. Mais je l'ai pris récemment parce que depuis, je me suis politisé, depuis j'ai un autre regard sur le monde et à quel point le film est quand même pertinent, malgré le fait que je l'ai découvert super jeune. Mm. Et là maintenant, je redécouvre tout ça en fait. C'est aussi à comprendre à quel point ça t'accompagne aussi dans toute ta vie en fait, et à quel point c'est un spectacle fabuleux quoi. C'est Et ça. Puis évidemment, si on doit terminer sur quelque chose, c'est quand même la musique, quoi, qu'on n'a pas ouais, analysé pendant l'émission, et qui vient de se dire que si on peut faire l'expérience abstraite et formelle du film, c'est la musique de Williams, quoi, qui a synthétisé au fait le film avec brio, quoi. oui, tout à fait, bien sûr. Et il y a des morceaux encore aujourd'hui qui sont juste voilà, lumineux, quoi. Hmm. Je suis pas musicologue, donc on n'a Ouais, ouais, pas, on ouais, n'a pas analysé la musique en tant que telle. Deuxième petite référence dans la description, vous pouvez aller voir l'analyse de Tilou, qui a analysé toutes les musiques d'ailleurs de la saga Star Wars, ouais, ouais, voilà, et donc, qui a notamment analysé la revanche des Sith. qui est vraiment Voilà. passionnante. Voilà. Bon voilà, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés. Là, on a enfin du coup la version longue de cette conférence. Voilà, et on espère qu'elle sera aussi, sûrement vous aurez sur la chaîne de Génération Star Wars et Science-Fiction notre petite conférence qu'on a fait en avril dernier. Ouais, tout ça en 1 heure en fait. Tout ça en 1 heure, là on a mis 2h30. Voilà. Tout va bien quoi. Ok, bah merci à vous du coup, et du coup à bientôt pour d'autres émissions. Allez, salut. Salut.